Pendant bien des heures, j'ai médité sur l'histoire qu'on trouvera ci-après. Plus d'une fois en ma qualité d'éditeur, j'ai été tenté de la rendre plus littéraire, mais je crois que mon instinct ne m'a pas trompé quand il m'a conduit à la laisser telle qu'elle m'a été remise, dans toute sa simplicité. Quant au manuscrit lui-même, vous devez essayer de me voir, la première fois qu'on me l'a confié, le retournant avec curiosité en tous sens, avant d'en faire un rapide examen, et le parcourant. C'est un petit livre, mais il est serré et, à part les quelques dernières pages, il est rempli d'une écriture bizarre mais très lisible, en même temps que très serrée. Tandis que j'écris ces lignes, j'ai dans les narines la curieuse et fugace odeur du puits, et mes doigts ont gardé l'impression que donnent ces pages collantes ayant séjourné longtemps dans l'humidité. Il me suffit d'un léger effort pour me rappeler l'impression première que m'a donné le contenu de ce livre. Les coups d'œil distraits et fragmentaires m'ont permis de dégager immédiatement une impression de fantastique. Imaginez-moi confortablement assis pour passer quelques heures solitaires en compagnie de ce petit livre compact. Et le changement qui s'opère dans mes jugements, l'apparition d'une demi-croyance, d'une apparente fantaisie se dégage pour récompenser ma concentration impartiale. Un ensemble cohérent d'idées qui accroche mon intérêt plus sûrement que la simple ossature du compte-rendu ou de l'histoire à volonté, bien que j'avoue ma préférence pour la première expression. J'ai trouvé une plus grande histoire dans la petite, et le paradoxe n'en est pas un. Je lis, et tandis que je lis, les rideaux de l'impossible, qui aveuglent l'esprit, se soulèvent et se plongent dans l'inconnu. J'ai évolué au milieu des phrases guindées et décousues, et peu après, je n'avais plus rien à reprocher aux incohérences de ce récit, car cette histoire mutilée est capable de transmettre mieux que ma phraséologie ambitieuse tout ce que le vieux reclus de la maison disparue s'est efforcé de raconter. Bonjour, bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin. J'ai décidé de faire un test en utilisant les AirPods comme micro, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Sans transition, bouquin, aujourd'hui je vais te parler de La maison au bord du monde, un roman de William Hope Hodgson. Et si tu savais, comme j'avais hâte de te parler de cet auteur. La vie de ce type me passionne et ça fait un moment que je l'avais chez moi dans ma bibliothèque et je n'arrêtais pas de repousser sa lecture à plus tard puisque tu sais ce que c'est, une envie en chasse une autre et aussi parce que je voulais être dans la disposition la plus parfaite possible pour pouvoir en apprécier le contenu. Donc après la lecture de Ghost Story qui ne s'est pas exactement déroulée comme je l'espérais, j'ai voulu quelque chose de court. Et donc j'ai choisi La maison au bord du monde. William Hope Hodgson est l'un de ces écrivains que l'on peut qualifier de visionnaire oublié. Né en 1877 en Angleterre, il a eu une vie aussi aventureuse que ses récits. Marin, photographe, mais également, plus improbable, culturiste, propriétaire de sa propre salle de sport jusqu'en 1904. Il a sillonné les mers de 1891 à 1899 avant de se lancer dans l'écriture et il va s'imprégner de ses différents voyages pour les mettre au service de ses histoires. Ses œuvres sont un mélange d'horreur, de fantastique et de science-fiction. Hodgson est également l'un des pionniers de ce que l'on appelle l'horreur cosmique, un genre particulier qui explore l'insignifiance de l'humanité face à l'immensité de l'univers. Il a été une inspiration pour un certain Lovecraft, si tu connais. Sa carrière d'écrivain a pris une envolée en 1907 avec son roman Les canaux du Glen Carrig, qui a eu un gros succès, plus critique que commercial d'ailleurs. Il est décédé en 1918 à 40 ans près d'Ypres en Belgique pendant la Première Guerre mondiale dont il avait intégré l'artillerie depuis déjà 1915 à la suite d'un combat obus versus man qu'il a perdu. Ce roman, La maison au bord du monde, est paru en 1908 puis bien plus tard pour la version française 1971 uniquement, version française traduite par Jacques Parson. En ce qui me concerne, j'essaie
cette vieille édition de quelque part dans les années 70 au livre de poche pour un total de 210 pages, 214, 213,5 pages. Bref, on va décoller, accroche-toi parce que franchement, la NASA, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et compagnie, là, les SpaceX et Elon Musk à côté, c'est des rigolos. Imagine une maison isolée, postée en haut d'une falaise à côté d'une mer infinie et hostile. Une maison qui ne ressemble à aucune autre. Nous sommes au début du XXe siècle et le narrateur, dont l'identité est inconnue, accompagné de son ami Toninson, visite l'Irlande. Ils sont dans un coin complètement reculé à un mot paumé du nom de Crichton. Au programme, se balader dans la nature, faire du camping et pêcher, bref, tu vois, objectif détente. En se baladant, l'un de nos compères va tomber sur les ruines d'une maison très vieille, très ancienne, très isolée, quasiment inaccessible. Une force semble être à l'œuvre en ce lieu. Il y a une atmosphère, le ressentiment que cette maison a été le théâtre de quelque chose d'important. Nos deux amis ne tardent pas à mettre la main dans ces ruines sur un vieux manuscrit écrit par un auteur inconnu, mais qui n'est autre que l'ancien propriétaire de cette maison. Tout bascule. Les fragments encore lisibles de ce manuscrit révèlent tout. À partir de maintenant, ce qu'ils vont découvrir dans ce manuscrit ne leur laisse véritablement pas le choix. Il existe une vérité qu'il faut considérer pour acquise et universelle. Rien, absolument rien, n'est impossible. Information importante avant de commencer, j'avais entendu parler de ce bouquin sur la chaîne de Jody, des livres de la crypte, la grande papesse du booktube français pour les livres d'épouvante et les livres fantastiques, mais je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. La maison au bord du monde, c'est avant tout une ambiance, et on y adhère ou pas. En ce qui me concerne, j'ai pu déceler deux parties très distinctes dans cette histoire. Tout d'abord, la première partie, où il est question de créatures monstrueuses et menaçantes. J'ai d'abord cru que l'auteur allait m'embarquer dans un récit fantastique de type combat contre des forces maléfiques avec ces créatures. Alors, oui, mais finalement, non. Ça m'aurait plu à n'en pas douter, mais non. Ce n'est pas véritablement arrivé. Puis l'histoire prend un virage et nous voilà dans un récit de pure horreur cosmique, où le temps défile à toute vitesse et où le ciel devient le théâtre d'événements aussi intrigants que menaçants. Les astres naissent et meurent. L'orbite de la Terre devient folle, des galaxies s'approchent puis s'éloignent. Tout cela donne un spectacle absolument fascinant, mais totalement hors de portée de notre compréhension humaine. Tu subis, tu constates et tu ne peux émettre que des hypothèses sur ce qu'il est en train de se passer tellement les événements te dépassent. Nous sommes pris dans un récit de pure imagination. Il n'y a aucun élément concret auquel te raccrocher et pour être totalement honnête, cela donne un aspect plutôt nébuleux à cette histoire. D'ordinaire, cet aspect nébuleux, cosmique, quand je le croise dans d'autres récits, que ça soit d'ailleurs des œuvres littéraires ou des films, ça n'est pas ce que je préfère. Je pense que tu peux voir de quoi je parle. Toi, classiquement, toutes ces histoires où pour vaincre le grand méchant, il faut retrouver un artefact magique aztèque et le ramener en haut d'une pyramide tel jour à telle heure parce que les planètes du système solaire seront toutes parfaitement alignées avec l'arrêt de mon cul, enfin, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Bref, tu vois le genre, et là, ça aurait pu me gonfler aussi, ça aurait pu, mais il y a quelque chose qui m'a permis de profiter de cette magie sans souffler, et ça s'appelle la plume. Mais c'est tellement bien écrit et bien traduit aussi, probablement que ça aide. À un moment, il n'y a pas de secret. Ce qui a fait la différence, c'est le talent. Et ce talent, il se retrouve dans la plume de son auteur. C'est bien écrit, oui, mais ne va pas croire que ce livre use d'un langage soutenu, pompeux, pas du tout. Soutenu, oui, mais très accessible. Tout ce voyage au cœur des univers est décrit avec tellement de justesse et avec tout le champ lexical des astres et des planètes. Tous ces adjectifs qui additionnés te font te rendre compte que ce qu'il se passe est beaucoup plus grandiose que ce
à quoi tu pouvais être préparé. Alors oui, j'ai adoré ce roman, et je crois que ça aurait été plus compliqué pour moi s'il avait été plus long. Il y a un équilibre entre l'action qui s'installe, l'atmosphère sombre et pesante qui est rendue, et puis, assez soudainement, je dois dire, cet aspect beaucoup plus contemplatif au travers de ce voyage cosmique. Je sais que ça peut être frustrant pour toi que je ne parle pas du contenu du manuscrit découvert par le narrateur et son pote, mais si je refuse de le faire, il y a une bonne raison, c'est que j'en suis incapable sans te gâcher le plaisir de la découverte que tu auras si tu décides de tenter cette lecture. Je vais juste te dire une chose. L'ancien propriétaire de la maison avait un chien qui s'appelle Pepper, dont il parle en ces termes. « Nous n'avons pas de domestique, je les déteste. J'ai un ami, un chien. Oui, je place le vieux Pepper avant tout le reste de la création. Lui au moins il me comprend, et il a assez de sensibilité pour me laisser seul quand je suis en proie à mes humeurs noires. » L'amitié entre l'homme et son chien y est parfaitement décrite, et si toi, personnellement, tu y es sensible, laisse-moi te dire que tu risques bien de fondre. J'ai quand même un énorme regret avec ce bouquin, c'est qu'il n'est plus édité. Et les rapaces de vendeurs sur les plateformes d'occasion n'hésitent pas à te proposer des prix complètement aberrants. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pu me le procurer à un prix raisonnable pour un livre d'occasion, et je sais qu'il lui arrive encore d'apparaître sur le Boncoin, Vinted ou je ne sais quoi à des prix raisonnables. Mais j'ai également vu des annonces à 8 €, 20 € et même jusqu'à 85 €. Je vais être clair tout de suite, il ne les vaut pas. C'est une arnaque. Je sais que la rareté fait la valeur, mais là c'est exagéré, et personne n'arrivera jamais à me convaincre que réussir une vente à 85 €, ça change une vie. Personne n'y arrivera. Ça, c'est de la fiction. Et je n'ai pas vérifié par moi-même, mais c'est une rumeur plutôt persistante. Il paraît que si tu recherches La maison au bord du monde sur YouTube, tu pourras en trouver une version audio française proposée gratuitement sur une chaîne nommée Vagrant Story. J'ai pas vérifié. Est-ce que je te conseille La maison au bord du monde de William Hope Hodgson? Oh, bah si peu. J'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié la taille plutôt courte de ce roman, qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et que la partie horreur cosmique n'a pas le temps de devenir trop pénible à digérer, ce que j'aurais pu appréhender si j'avais su en avance de quoi ça parlait, mais c'était pas trop le cas. Et surtout, j'ai surkiffé la plume. Il y a un moment donné, si tu lâches la rampe et que tu décides de te laisser porter, franchement, le voyage est magnifique. La seule raison que j'entrevois qui pourrait faire que tu passes à côté de cette histoire, c'est bien évidemment si l'horreur cosmique en général te donne de l'urticaire. Et ça, je peux le comprendre, parce que c'est quand même particulier. Voilà. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais ça passe. Mais sinon, fonce. Arrête de te poser des questions. Si tu as la chance de le trouver, fonce. Moi, ce roman, il m'a aidé à reprendre un petit peu de plaisir dans la lecture, et j'ai également en ma possession le roman Les Pirates Fantômes de Hodgson, qui a perdu son H, mais c'est quand même le même bonhomme. Assez court, ouais, 218 pages, ouais, 4 pages de plus que l'autre, quoi. Je l'ai, je me le réserve pour un jour où j'aurai une traversée du désert en tant que lecteur. Je suis persuadé que ça me fera plaisir de le lire, même s'il est dans un état bien plus miteux que le premier. Mais ça, je m'en fous. Pour cette fois, si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou à parler de tout ce qui te fera plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager ou t'abonner. Tu n'es pas obligé. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, tant pis, c'est dommage, mais la prochaine ne sera probablement pas meilleure. Tu peux me retrouver sur Discord et Instagram. Je laisse également à disposition un numéro de téléphone français portable non surtaxé si tu souhaites partager une blague, un coup de cœur ou un coup de gueule sur tout ce que tu voudras. Ligne ouverte, messieurs, dames. Message qui sera repris pour la prochaine vidéo de la série Vox Linea. Et enfin, un compte Le Bon Coin où je te laisse aller voir tous les livres que je te donne. Tout est dans la description, toutes les informations, tous les détails. Bref, je propose et chacun dispose. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.